Monsieur le Président de la République, bienvenue chez vous. Vous êtes ici, Monsieur le Président, chez vous. Ici, c'est l'État. Pas l'État dans l'État, l'État qui a su se montrer engagé ces derniers jours avec près de 5 milliards d'euros que vous avez portés pour la ville de Marseille. L'État qui a su, il y a 30 ans, quand on regarde de ce côté-là, s'engager pour faire une opération de rénovation urbaine exceptionnelle que la France n'avait pas connue sur 480 hectares. C'est Euromède que chacun connaît ici. L'État qui s'était engagé il y a 60 ans à faire du grand port de Marseille-Fos le hub d'entrée du pétrole pour accompagner la première révolution que nous avons connue sur ce territoire, qui était la révolution pétrolière. L'État qui s'est engagé il y a 40 ans pour la seconde révolution, celle de la chimie du pétrole, et qui aujourd'hui s'engage, Monsieur le Président, vous le savez mieux que personne, dans cette troisième révolution, celle de la décarbonation. Partout, à chaque instant, que ce soit à la pointe du port ici, regardant le Mucem jusqu'à Fos-sur-Mer, le grand port de Marseille-Fos est engagé, avec les femmes et les hommes qui sont au quotidien engagés sur le port, ces entreprises, ces entrepreneurs, mais aussi ces salariés, ces dockers, ceux qui font la vie du port, sont engagés dans le combat pour la décarbonation. Monsieur le Président de la République, le grand port maritime Marseille-Fos, ce sont 42 600 emplois. Le grand port maritime Marseille-Fos, c'est 11,6% de la masse salariale privée générée dans les Bouches-du-Rhône. 11,6% qui tournent autour des enjeux du grand port. Ce sont 11 milliards d'euros qui seront engagés dans les 10 ans qui viennent sur l'ensemble de ce territoire. C'est au fond, Monsieur le Président de la République, répondre aux exigences que vous avez posées à notre pays. Celle des reconquêtes des souverainetés. D'abord, la souveraineté logistique. Nous l'avons vécu pendant la crise récente. Le fait d'avoir de grandes entreprises puissantes, en particulier CMA CGM, ont montré l'enjeu pour un pays comme le nôtre d'avoir une souveraineté logistique. De grands pays comme les États-Unis ont été confrontés à une réalité très différente et en ont vu les conséquences. Deuxième enjeu de souveraineté, c'est la souveraineté logistique, la souveraineté numérique. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui Marseille est le 7e hub mondial en matière d'interconnexion numérique. Et dans les 2-3 ans qui viennent, nous devrions être à la 5e place. Aujourd'hui, il y a ici, sur ce territoire, 43 pays, 5 continents qui sont interconnectés directement. Souveraineté majeure et d'autant plus importante que la France est le seul pays d'Europe à avoir une double sécurité, à la fois côté Atlantique et côté Méditerranée. Aucun autre pays européen n'a cette capacité ou cette sécurité supplémentaire et on sait combien le risque d'attaque sur ce qui se passe au niveau sous-marin est toujours un sujet important. Et puis, la souveraineté énergétique. Là aussi, les crises que nous avons traversées ont montré l'importance de la souveraineté énergétique. Vous avez fait le choix, Monsieur le Président de la République, vous l'avez rappelé hier et vous y êtes engagé personnellement, de faire en sorte que Marseille-Fos soit le hub européen de transit de l'hydrogène. Avec d'une part le Portugal et l'Espagne et d'autre part l'Allemagne et le reste du continent européen. Mais c'est aussi, en matière de souveraineté, des capacités de production, en particulier sur l'hydrogène vert sur notre territoire, avec des projets extrêmement audacieux, des projets majeurs, H2V, qui devraient être le premier en capacité producteur national d'hydrogène vert pour notre pays. Il naît sur notre territoire. De la même façon, le projet Gravity, qui consiste à partir de DRI, de déchets, à faire en sorte qu'on puisse produire du bas carbone. Ce sera aussi la plus grande unité de production de panneaux photovoltaïques, de la brique jusqu'au panneau avec carbone qui naît en ce moment même sur notre territoire. Le port de Marseille, Monsieur le Président, c'est un lien. C'est évidemment un lien vers le monde, c'est un lien vers la Méditerranée, c'est l'évidence. Et le port, ces acteurs, ces entreprises, ces femmes, ces hommes sont en train de porter, je l'ai dit, cette troisième révolution de la décarbonation. Avec des sujets de grande sensibilité, sensibilité parfaitement légitime, notamment sur la question des pollutions. Aujourd'hui, il y a 14 grands ports au monde qui sont électrifiés. Marseille fait partie de ces ports. Et nous allons évidemment poursuivre l'ensemble des équipements et je pense à l'électrification à quai. Nous allons commencer avec tous les départs vers la Corse.
Nous sommes ici sur la future ancienne gare maritime sur les départs vers le Maghreb, qui est déjà électrifiée, et ce sera terminé cet été. Et nous accélérons encore pour faire en sorte que le terminal croisière le soit d'ici 2025. Et notre objectif, c'est qu'en 2027-2028, l'ensemble des sites où nous accueillons des bateaux sur le port soient électrifiés. C'est aussi le GNL, qui est une énergie de transition. La CMA-CGM a été certainement, dans le secteur maritime, la première entreprise à avoir l'intuition de la nécessité de changer de modèle et a su investir massivement. C'est une énergie de transition, mais c'est une énergie qui garantit 80% de réduction d'émissions de particules fines, près de 74% pour le NOx. Et ce sont des exigences portées par les élus, portées par nos concitoyens qui sont absolument nécessaires. C'est tous les enjeux à venir. Mais à chaque étape de ces transformations en profondeur que nous vivons, nous sommes aidés, évidemment, par l'engagement de l'État, ce qui est naturel pour un établissement public d'État, mais par les collectivités, le conseil régional en particulier, que ce soit sur les symboles comme les élégantes, chères à Renaud Muselier, mais aussi sur l'électrification à quai en particulier avec les autres collectivités locales. Mais l'enjeu de demain, c'est aussi de développer l'intermodalité. Et nous avons sur ces sujets des rendez-vous majeurs, notamment dans le lien Méditerranée-Ronson. Et nous nous sommes engagés sous votre impulsion et nous devrons agir sur ce sujet. Parmi les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont ceux de l'ouverture. Et si l'on regarde ce qui va se passer dans les années qui viennent, que ce soit de ce côté du port sur les bassins est, où nous arriverons petit à petit, en lien avec les collectivités locales, à ouvrir le territoire du MUSEM jusqu'aux terrasses du port. Nous arriverons ici à renforcer notre attractivité. Marseille est aujourd'hui une des capitales de la Méditerranée en matière de tourisme, notamment sur les croisières. Nous avons la capacité d'accueillir à quelques mètres d'ici un terminal de croisière haut de gamme, avec des clients à haut potentiel, dont Marseille a aussi besoin et nous y travaillons. Nous sommes aussi dans la force symbolique de l'ouverture. Et si on avait pu vous garder un 4e jour, Monsieur le Président de la République, nous aurions invité à dîner ce soir sur la digue du Large, qui sera ouverte dans le cadre d'un dîner insolite et qui, au fil de l'été, retrouvera aussi son lien avec la ville. Et ça nous paraît particulièrement important. Et je sais combien les élus ici y sont attachés. Marseille, Fos, notre port, c'est l'ambition de l'accueil et ça fait partie de tous ces sujets. Monsieur le Président de la République, pendant ces 3 jours, vous nous avez invités à construire, je vous cite, une immense ambition. Je crois que ce qui est en train de se construire ici, sur le grand port de Marseille-Fos, c'est la mise en œuvre de cette grande ambition. Soyez-en sûrs. Le port de Marseille-Fos répond présent, il le fait, il le fera, avec l'ambition du développement, de la souveraineté et de l'écologie, sans jamais chercher à opposer l'un ou l'une à l'autre. Et je crois que c'est comme cela que nous avançons et que nous répondrons à ces exigences que vous portez, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie. Et si vous le permettez, Monsieur le Président, je vais passer la parole à Jean-Michel Diaz, qui connaît l'industrie et cette histoire et ces révolutions que nous sommes en train de vivre. Merci, Monsieur le Président du Conseil de surveillance. Vous avez déjà évoqué beaucoup de sujets liés à l'industrie et à ses décarbonations. Mais je tiens tout d'abord, Monsieur le Président de la République, à vous remercier au nom des industriels de la zone Fos-Étang-de-Berre, au nom du monde économique, au nom des organisations patronales et au nom de l'ensemble des fédérations professionnelles qui exercent sur périmètre, de me permettre, en leur nom, de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je voudrais évoquer, bien sûr, l'histoire industrielle de ce territoire pour en comprendre, d'une part, ses enjeux. Évoquer aussi ce moment qui est historique, ce présent historique, et puis ce développement et cet avenir du déploiement industriel qui est devant nous. Alors, nous avons un territoire qui est pétri de cette culture industrielle qui a commencé au XIXe siècle et où nous avons, sur cette zone de Fos-Étang-de-Berre, 42 000 emplois directs, 200 000 emplois indirects sur la chaîne industrielle, ce qui représente un tiers des emplois des Bouches-du-Rhône. Un premier essor considérable a eu lieu sur ce territoire dans les années 30,
avec l'arrivée des raffineries. Et puis, il y a eu ensuite un essor complémentaire dans les années 50 avec l'installation de la pétrochimie et bien évidemment l'aéronautique. Et dans les années 70, la Syrie, les terminaux de gaz LNG qui sont excessivement précieux aujourd'hui sur ce territoire et pour la France. Cette industrie, elle était accueillie à bras ouverts. Elle était génératrice d'économie, elle était génératrice d'emplois. Et puis, nous avons eu un changement de paradigme dans les années 80, où les populations ont commencé à s'intéresser à l'implantation de projets industriels, avec des attentes légitimes de ces populations qui ont évolué sur les sujets de santé, sécurité et environnement. Et au cours des années, s'est développé, oui à l'industrie, mais pas chez moi. Donc nous avons à faire face à un sujet d'acceptabilité sur 2 points. Le premier, c'est la qualité de l'air. Et le deuxième, c'est tout simplement l'implantation d'activités industrielles. Ce territoire, il est dynamique, il joue ensemble et il apporte des réponses. La première, nous l'avons fait sur le sujet de la qualité de l'air en créant un dispositif qui est unique en France, qui s'appelle Réponse. C'est une concertation continue sur 21 communes du pourtour de l'étang de Berre, où on travaille avec les populations, avec les citoyens, où on définit des actions pour améliorer le sujet de la qualité de l'air. Et puis, sur le sujet de l'implantation d'activités industrielles, je ne reviendrai pas sur les derniers échecs dans ce domaine. Monsieur le préfet de région et monsieur le sous-préfet de l'arrondissement d'Istres ont lancé un laboratoire territorial industrie, qui est là aussi une première en France, avec cette volonté de travailler avec les populations, leur expliquer l'historique, construire la vision à l'horizon 2040 et définir avec eux les conditions de soutenabilité des projets. Et nous arrivons aujourd'hui à ce tournant qui est effectivement historique pour le territoire. En effet, après 40 ans sans implantation d'usines à taille industrielle, 40 ans, la dernière étant Lyondell-Basel à Fos en 1985, nous voilà face à des annonces de projets, comme ça a été évoqué par Christophe Castaner, qui atteignent des montants de 11 milliards d'euros. Là-dessus viennent se rajouter des projets de décarbonation des sites existants. Et on peut comptabiliser encore entre 2 et 3 milliards d'euros. Et sur ce territoire, bien sûr, les industriels n'ont pas attendu pour y travailler. Je peux citer EDF à Ponto, qui, il y a 10 ans en arrière, tout juste 10 ans, a fait la mutation de sa centrale d'un combustible fuel à un combustible gaz. Total Energy, qui a transformé sa bioraffinerie sur la Med, et d'ailleurs qui vient de sortir un communiqué de presse il y a tout juste 1 heure pour annoncer un nouvel investissement pour passer l'usine en traitement de 100% déchets afin de travailler sur les biocarburants, notamment aériens. ArcelorMittal, qui a annoncé également des investissements massifs pour passer ses fours électriques, Chemwan et tant d'autres. Je ne vais pas tous les évoquer devant vous. Ces projets font face à un certain nombre de freins potentiels qui sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est le sujet de l'aménagement du territoire, au sens où, pour rendre compétitif un projet industriel et pour qu'un industriel soit dans les meilleures conditions économiques pour prendre sa décision, il faut lui apporter un certain nombre de services et d'utilités. Et à ce titre,
J'avais évoqué ce sujet, j'avais eu l'occasion d'évoquer ce sujet il y a 2 ans avec vous, au fort d'Entrecasteaux. Vous aviez réagi immédiatement en demandant à vos conseillers de me recevoir, et on avait évoqué le sujet d'un réseau commun de vapeur sur Picto, plateforme industrielle et d'innovation de Cabantonquin qui est située à Fos. Et votre action nous a permis de lancer une préétude qui s'est terminée la semaine dernière et qui démontre qu'en ayant un service commun de ce type-là, on décarbonerait la zone à hauteur de 500 000 tonnes de CO2 par an, 500 000 tonnes, auxquelles viendraient se rajouter encore 200 à 300 000 tonnes avec les projets que nous avons en portefeuille. Nous en avons une dizaine, dont certains sont plus sécurisés que d'autres. C'est un enjeu majeur de la compétitivité de ce territoire. Le deuxième élément, qui est un frein potentiel, c'est la capacité à fournir l'énergie pour que ces projets deviennent une réalité. On a évoqué ce portefeuille de 11 milliards plus 2 à 3 milliards. Ça correspond à environ 5 à 6 gigawatts de besoins électriques. Allez, je fais un équivalent, 2 à 3 réacteurs nucléaires. Si on rajoute à cela qu'il y a des délais administratifs qu'on doit respecter pour que ces projets industriels soient une réalité. Les industriels ont des plannings à respecter, des enjeux économiques derrière. On a un territoire qui fonctionne très bien aujourd'hui, mais on est dans un régime normal. Et là, vous le voyez bien, on va passer dans un régime qui est un régime qu'on n'a plus connu depuis la création de la zone industrielle-portuaire il y a 50 ans en arrière. Et donc, ce territoire, il a besoin de se renforcer sur tous les domaines. J'ai évoqué 10 000 emplois. Il y a également un autre frein potentiel qui est celui de la compétence et de la formation. Sur ce sujet de la compétence et de la formation, bien sûr, il faut agir pour permettre à des demandeurs d'emploi de pouvoir s'insérer dans ce monde de l'industrie, d'assurer pour ceux qui sont en activité la mutation de leurs compétences et aussi de tourner le regard de la jeunesse vers l'industrie. Et sur ce sujet, il y a des opérations qui se font sur ce territoire, l'usine extraordinaire, notamment qui avait été pilotée par Industrie Méditerranée. Il y a aussi un sujet où un comité de parties prenantes réfléchit sur un dispositif qui s'appelle l'ECAD de l'industrie et qui deviendront ambassadeurs de l'industrie. Les jeunes qui parlent aux jeunes pour les jeunes. Bien évidemment, quand on parle aussi de 10 000 emplois, quand on parle de nouvelles activités industrielles, il y a le sujet de la logistique routière, il y a le sujet du logement. Je n'ai pas évoqué le projet H2Med, ou Barmar, vous m'excuserez le terme, qui va nécessiter probablement sur un territoire qui a l'ambition d'être le hub méditerranéen, voire européen, de l'hydrogène, au-delà de la transition énergétique et de la décarbonation, il nécessite des connexions avec son hinterland. Nous avons la chance d'avoir, pas loin de chez nous, dans les Alpes de Haute-Provence à Manosque, des cavités de stockage, et donc il y a des connexions à réaliser entre ces territoires. Vous voyez bien que nous avons besoin de fédérer l'ensemble des enjeux qui sont devant nous, et nous avons besoin de le faire si nous voulons réussir cette réindustrialisation. Et je pense que nous avons peu de temps pour le faire. Le mûrissement optimal de ces projets et de ces investissements se joue dans les 2 ans qui sont devant nous, et pas au-delà. Et donc, on a besoin, en fait, d'un grand projet sur ce territoire, Monsieur le Président. On a besoin d'un grand projet à l'image, j'allais dire, de Marseille en grand.
on a besoin d'unir toutes nos forces. On a besoin des préfets de nos deux régions qui définit l'interland de ce port. Et votre vision, Monsieur le Président, dans ce domaine, permettez-moi, est la bonne. Sachez, Monsieur le Président de la République, que l'ensemble des acteurs économiques sont engagés plus que jamais pour construire avec vous le Rotterdam méditerranéen de la décarbonation et de la transition énergétique. On compte sur vous pour construire ce grand projet dont on a besoin. Merci. Bon, je te tiendrai par rigueur d'avoir placé le communiqué de presse d'il y a une demi-heure parce que c'était pour une bonne cause quand même. Mais un peu de pub ne nuit pas. Monsieur le Président, vous l'avez vu, beaucoup de choses qui avancent, notamment sur une maîtrise du foncier. Et je voudrais saluer un énorme travail qui a été engagé ces dernières années sous l'autorité d'Hervé Mattel et du préfet de région sur l'OASIP de Fos, qui permet aujourd'hui de répondre présent. Les choses ne se font jamais par hasard et c'est cette anticipation dont Jean-Michel Diaz voulait parler. Il nous a semblé nécessaire, si nous voulons porter cette ambition de la Méditerranée, du Rhône et de la Saône, aussi de solliciter de nos voisins et acteurs économiques lyonnais qu'ils contribuent aussi dans nos échanges pour porter cette ambition. Monsieur le Président, là je vais vous présenter, Philippe Valentin, président de la CCI Lyon Métropole. Merci. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le ministre président du Conseil de surveillance, Madame la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Mesdames et Messieurs les élus en vos grades et qualités. D'habitude, je fais un discours sans papier, mais comme on l'a écrit à 6-7 mains, par respect par rapport aux personnes avec lesquelles on travaille, parce que c'est des messages forts, chaque mot est choisi, pesé, et ça va montrer un petit peu l'engagement de notre part et de l'écosystème et de la volonté d'aller de l'avant. Donc, je vais faire un exercice qui ne sera pas dans la même mouvance que précédemment, mais c'est important parce que ça contribue aussi à montrer cette cohésion. La région, la préfecture, Marseille, Lyon, tout le monde a coécrit cette belle page d'histoire. Donc le 2 septembre 2021, vous avez annoncé, Monsieur le Président de la République, dans le cadre du projet Marseille en grand, l'ambition d'un port de Marseille modernisé, mieux relié, avec des investissements importants, nouveaux, structurants, pour assurer le lien entre le port et l'interland européen au travers des infrastructures intégrées nouvelles. L'axe Méditerranée-Rhône-Saône est un territoire économiquement fort, je dirais même très fort, avec une riche tradition industrielle. Ça représente le tiers du PIB des métropoles en France, hors Île-de-France, et qui plus est avec une façade maritime de plus de 500 km. Et tout ça bénéficie d'un bassin de population avec plus de 16 millions de personnes. L'axe présente des atouts structurels, géographiques et historiques majeurs pour construire un espace économique puissant, ouvert pour l'Europe et aussi pour le monde. Merci. Les transformations profondes qu'engendront le changement climatique, la sortie à moyen terme de l'énergie fossile, sont des opportunités de repenser collectivement l'aménagement du territoire pour réindustrialiser intelligemment et en faire une place de marché où circulent les idées, les marchandises, les matières, l'énergie nouvelle, et repenser l'outil portuaire dans une approche plus intégrée au service du territoire qui est complexe, suppose adhésion à une ambition partagée de tous les acteurs. C'est ce qu'on est en train de bâtir. C'est pourquoi a été choisie la voie d'une alliance qui unit les territoires et les acteurs, sans les fusionner, autour d'un projet commun ambitieux, élaboré au sein du Conseil de coordination interportuaire et logistique, sous la présidence de la préfète Fabienne Bussiot. Merci Christophe. Et en moins d'un an, ce dernier a démontré toute sa pertinence, en mettant en place sur les rails des actions aussi structurantes que novatrices sur le foncier, le développement fluvial, des containers et le numérique.
Notamment à la fin du premier semestre 2024, un schéma directeur d'aménagement partagé permettra d'identifier les ténements à réserver aux besoins justement des portuaires et puis de la filière économique. Des mesures seront prises pour accroître le transport fluvial, des containers notamment, et je pense notamment à la Compagnie nationale du Rhône et au Grand Port maritime de Marseille, qui ont annoncé des mesures financières de soutien très fortes sur ces filières-là. Le flux de conteneurs a été développé fortement entre le port de Marseille et le port Édouard Herriot de Lyon, mais également sur l'ensemble des autres ports dans l'axe. Et le développement d'une symbiose entre les grandes régions économiques de Lyon et de Marseille apparaît comme une évidente nécessité. Pour Marseille, l'axe Rhône-Saône et sa connexion à Lyon constituent une richesse et confirment sa vocation de carrefour européen. Cette ambition de faire l'axe un axe élargi autour d'un projet portuaire peut se résumer en une phrase, c'est construire un espace économique ouvert sur l'Europe et sur le monde. Aujourd'hui, tous les ports maritimes européens sont engagés dans l'accroissement de leur compétitivité, qui passe notamment par leur rôle d'ouverture sur les terres. Donc sur le corridor fluviaux, qui devront assurer un rôle central pour avoir un relais économique maritime. Le développement du grand port maritime de Marseille passe notamment par le fleuve, et je salue le rôle actif de Christophe Castaner pour tourner les pages. Donc la CCI Lyon Métropole est totalement engagée dans cette dynamique. Elle participe au COPIL, au COTEC du port Lyon-Édouard Herriot. Elle travaille en interaction avec nos CCI, nos régions, la CCI de région Aura, la CCI Lyon Métropole et la CCI ex-Marseille-Provence. J'hésitais à garder la casquette, mais bon, ça ne se fait pas apparemment. Donc il y a une vraie connexion, une vraie volonté de travailler ensemble, qui représente à elle seule 300 000 entreprises. En gros, c'est moitié-moitié. Travailler en synergie pour construire des réponses nécessaires et développer économiquement des territoires reliés au fleuve. La CCI Lyon Métropole se mobilise pour anticiper les évolutions des enjeux de développement des territoires. Nous avons lancé en 2022 une étude prospective sur toutes les thématiques du développement économique, les mobilités, le foncier, les transitions énergétiques, qui sont des enjeux forts de l'avenir. Ces enjeux dépassent les frontières administratives et peuvent être appréhendés sans développer des projets en lien avec les territoires autour de l'axe Lyon-Marseille ou Marseille-Lyon. Le monde économique est pleinement conscient de tous ces enjeux et souhaite résolument s'engager aux côtés de l'État. Et ces deux CCI travailleront et travaillent déjà en lien étroit, en coordination avec l'ensemble des acteurs de ce magnifique projet. Donc pour conclure, Monsieur le Président de la République, nous sommes convaincus que le renforcement de l'attractivité de Marseille et son grand port maritime passe par un lien fort avec Lyon en tant que hub européen interconnectable, avec l'aérien, avec le réseau ferré, dont le Lyon-Turin, les axes routiers aussi. Et cela contribuera à renforcer le rôle du grand port maritime de Marseille en permettant au Rhône d'absorber une grande partie du fret en irriguant la plaine Syntex Nord-Est, qui est la plus grande zone de développement économique de la région Aura. Et puis une petite touche personnelle, c'est osons et faisons. Je vous remercie. Par rapport à ce qui a été dit, quelles sont les préoccupations, ce que vous voulez rajouter? Non. Allez-y, monsieur le député. Merci. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président du Conseil de surveillance, et puis Mesdames et Messieurs les élus et industriels qui êtes ici présents. Je ne veux pas trop allonger par rapport à ce qui a été dit. Monsieur le Président, nous connaissons évidemment tous et toutes, je crois, la situation du port. Moi, je voudrais vous parler des bassins ouest plutôt, puisque c'est la circonscription dans laquelle je suis élu. Ici, autour de moi, il y a un certain nombre de maires qui sont ici de la circonscription et de ce golfe de Fos, qui est un territoire stratégique. Et nous sommes fiers que notre territoire soit un territoire stratégique. Ça a été évoqué à l'instant. Un certain nombre de projets sont en train d'émerger. Le port est en train, et le port industriel de Fos est en train de trouver un second souffle. Et donc, il y a des défis énormes qui sont en face de nous.
Et nous avons des projets pour notre territoire. Nous avons des projets, nous voulons que la population de nos territoires soit respectée, nous voulons la faire respecter. Et nous voulons, y compris, construire l'avenir avec l'ensemble de ces projets qui ont été évoqués. Et ces projets sont magnifiques. Mais ils ne parviendront à émerger réellement, et tout ça ne fonctionnera que si les infrastructures sont au rendez-vous. Les infrastructures ferroviaires, pour commencer. Le doublement de la voie d'accès au port serait, je crois, une nécessité à laquelle il faudrait faire face le plus rapidement possible. Les infrastructures routières et autoroutières. Nous avons une route départementale qui, en réalité, constitue l'accès au port. Nous avons un contournement de Martigues et de Port-de-Bouc qui attend depuis 40 ans le premier coup de pioche. Nous avons la liaison Fosse-Salon qui, là aussi, fait l'objet de démarches, de consultations, mais pour l'instant, les choses ne viennent pas. Et nous avons également la nécessité de faire face à un certain nombre de besoins. Je crois que la puissance publique doit être stratège dans l'aménagement de notre territoire et du port. La puissance publique, c'est l'État, Monsieur le Président, avec sa part de responsabilité, mais nous souhaitons, nous, être pleinement associés dans ce qui va se construire, parce que nous avons des choses à dire, des choses à faire, nous voulons être actrices et acteurs. Voilà, alors il y a beaucoup d'enjeux, on pourrait évoquer la question du logement. Si tous ces salariés viennent sur la zone, eh bien, il va falloir qu'ils puissent se loger, il va falloir qu'ils puissent aller au théâtre, il va falloir que leurs enfants puissent aller à l'école, il va falloir que nous puissions vivre dans de bonnes conditions. Je vois des collectivités qui sont parfois un petit peu en difficulté pour faire face aux enjeux déjà contemporains. Et donc voilà, les enjeux qui nous préoccupent sont ceux-là, et j'ajouterai celui qui a été évoqué tout à l'heure, important, celui de la formation, sur lequel notre territoire est aussi disponible pour accueillir un certain nombre de grandes infrastructures qui permettraient de faire face à ces enjeux. Voilà, Monsieur le Président, quelques mots que je voulais ajouter, me permettent d'ajouter en insistant sur cette question des infrastructures, sans lesquelles, en réalité, il n'y aura pas de décollage. Merci beaucoup, Monsieur le député. Peut-être Monsieur le ministre des Transports sur ce sujet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, cher Pierre Dharréville, on en a beaucoup parlé, y compris avec des élus de votre circonscription, avec le président de région, et je crois que c'est une préoccupation totalement partagée par l'État. On doit accélérer sur un certain nombre d'infrastructures stratégiques, parce qu'on sait ici, mais c'est vrai de manière générale dans notre pays, nos ports ont gagné beaucoup en attractivité, en compétitivité. On a encore un problème d'interland souvent, et de connexion au fret. Et donc sur la voie ferroviaire en particulier, sur la liaison Fosse-Salon, on a parlé avec le président de région encore la semaine dernière, je crois qu'on a des moyens importants qui seront mobilisés dans ce contrat de plan État-région. C'est ici qu'on a signé la première préfiguration d'un contrat de plan la semaine dernière. Il y a des moyens importants qui vont encore être affinés en discussion avec les élus. Je fais confiance au président de région, à monsieur le préfet de région pour le faire. Mais on a une enveloppe qui est vraiment conséquente et qui, notamment sur Fosse-Salon, permettra des avancées dès ce contrat de plan. Donc notez sur les infrastructures, je ne vais pas faire le coup de la baguette magique, mais on a des moyens financiers importants qui sont engagés. On en a beaucoup discuté et je crois que c'est une des améliorations qu'on doit apporter au développement économique du port et des bassins ouest en particulier. Allez-y, Monsieur le maire. Attends, Martial. Je rejoins le député, c'est la desserte finale qui... Martial Alvarez, maire de Port-Saint-Luc-du-Rhône, pardon. Donc c'est la commune qui fait la jonction avec le Rhône, qui avec la commune de Fosse, voit les bassins ouest prendre leur essor. Il y a vraiment une problématique sur la desserte finale des bassins ouest. C'est une route départementale qui est sous-structurée. Bon, en dehors du fait que ma préoccupation de maire, c'est qu'elle dessert aussi ma commune et mes 9000 habitants qui sont régulièrement impactés lorsqu'il y a des embouteillages, des camions qui se renversent sur des ronds-points qui sont sous-structurés. Mais c'est surtout pour la compétitivité du port, pour tous les projets et tous les industriels qui sont là et qui viennent nous solliciter pour qu'on produise du logement, pour qu'on produise de l'école, pour qu'on produise du service. Mais cette route départementale, pour moi, je l'ai toujours considérée comme un enjeu national et sur lequel, avec le département, je suis aussi conseiller départemental, ma présidente est là, on est confronté à cette difficulté des enjeux environnementaux, des questions qui sont liées à l'hydraulique et on n'arrive pas à la débloquer, cette situation. Mais je pense très honnêtement que si on arrive à faire Fosse-Salon, mais qu'on ne débouchonne pas cette liaison finale, ces derniers kilomètres, on est face à un vrai problème d'attractivité. Là-dessus, Madame la Présidente, tu veux...
Oui, Monsieur le Président de la République, donc j'adhère entièrement à tout ce qui vient d'être dit jusqu'à maintenant, avec les industriels, avec la Chambre de commerce, avec l'ensemble des élus. Nous nous battons pour que justement nous puissions avoir ces dessertes diverses et variées. Donc oui, c'est une route départementale, oui, nous voulons la doubler. Et appelons un chat, on a certaines difficultés au niveau de certaines références environnementales qui nous bloquent complètement. Donc moi, je pense que cette zone portuaire, il faut vraiment la sortir de tout le dispositif et faire quelque chose à part, puisque c'est l'État qui en est responsable. On parlait de Pictot tout à l'heure. On n'attire pas des chefs d'entreprise avec du vinaigre. Donc il est important de pouvoir leur donner la possibilité et l'assurance d'avoir un terrain qui, lorsqu'ils arrivent, soit prêt et viabilisé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on demande aux chefs d'entreprise de venir et ensuite on viabilise les terrains quand on peut. Nous avons perdu pas mal d'industriels à cause de cela. C'est un peu dommage. On a un peu mis la charrue avant les bœufs. Donc nous, ce que nous demandons, l'ensemble des élus de ce territoire, c'est de pouvoir avoir sous la responsabilité du préfet, et on souhaite que le préfet ait beaucoup plus de responsabilité que ce qu'il a maintenant dans la décision, parce qu'effectivement, il connaît très bien le territoire et il sait très bien les difficultés qu'on peut rencontrer avec des services de l'État qui ne sont pas toujours très flexibles sur le fait que nous souhaitons aménager certains espaces. Merci. Monsieur le Président, juste un mot de complément. Sur les 11 milliards dont nous parlons, il y a 8,8 milliards qui sont liés à l'investissement économique et il y a du coup 2,2 milliards qui correspondent justement au financement de ces aménagements du territoire absolument nécessaires. À la fois ferroviaire, avec l'engagement de la SNCF, à la fois routier, à la fois aussi électrique, avec ces enjeux de production, de connexion qui sont majeurs. Le 5 à 6 gigawatts qui a été évoqué correspond aujourd'hui à la totalité de la consommation des usagers de notre région sud, pour donner la proportion. Et donc oui, ce sont des rendez-vous majeurs. Et dans cette cartographie à plat que nous avons fait en élaborant un atlas, ça nous a permis effectivement de voir tous ces enjeux. 11 milliards, 10 000 emplois, c'est 40 000 personnes avec tous les équipements effectivement qu'il faut prévoir pour accompagner et les enjeux énergétiques. C'est ces combats-là que nous devons mener tous ensemble. Rodolphe. Tout d'abord, Monsieur le Président, merci beaucoup d'être venu à nouveau passer 3 jours avec nous à Marseille, malgré votre emploi du temps extrêmement chargé. Au niveau du groupe CMA-CGM, nous entretenons d'excellentes relations avec le Grand Port Maritime de Marseille et de tous les acteurs du port. Dans le cadre de notre secteur, ce dont on a besoin, c'est de la compétitivité. En Méditerranée, il n'y a pas que Marseille-Fos, il y a Barcelone, il y a Gênes. Et donc, il faut continuer à investir pour que Marseille-Fos reste un port qui soit compétitif par rapport à ce qui se passe ailleurs. Nous souhaitons continuer à nous développer et à partir de l'année prochaine, nous déploierons des cars carrières à Marseille-Fos et nous sommes ouverts à discuter avec des acteurs qui sont déjà présents dans ce secteur, mais nous aurons des cars carrières de 7000 véhicules qui viendront à partir de l'année prochaine. Donc, c'est un investissement important. Concernant la décarbonation, sujet très important que vous avez couvert hier soir au MUCEM, nous continuons à nous développer. Nous participons à différents projets. Je sais que le projet carbone est en cours. Je confirme la volonté du groupe CMA-CGM de participer à ce projet en investissant aux côtés d'autres investisseurs. Et ça me ferait plaisir de rencontrer la personne en charge du groupe carbone. Comme ça, on pourra continuer à discuter ensemble. Et si la valorisation baisse d'ici là, ben voilà. Et puis également parler de connectivité, le rôle de Marseille-Fos est primordial. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec le fluvial et le ferroviaire. Si on pouvait essayer d'avoir davantage de dessertes ou de navettes ferroviaires au départ de Marseille à destination de Lyon, ça nous permettrait de continuer à développer nos volumes au départ d'Asie et d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Je vais cheminer jusqu'aux maires qui ont demandé la parole. Monsieur le maire. Bien, René Raimondi, le maire de Fos-sur-Mer. Moi, je suis né à Fos en 1959, donc l'époque où Fos était la Camargue. Je suis devenu adjoint au maire en 1995, maire en 2004. Donc je crois que pouvoir parler effectivement de ce qui a pu se passer sur notre territoire. Je ne voudrais pas vous contredire, monsieur le ministre, mais je trouve que le CPER concernant les routes est bien faible.
90 millions alors que le projet Martigues-Port-de-Bouc est de 180 millions et que celui de Fosse-Salon avoisinera les 500 millions, il y a encore effectivement de la marge. Le réseau est déjà tout à fait saturé. Sur la 268, Martial en parlait tout à l'heure, c'est 10 camions pour 2 voitures. Vous donnez le niveau effectivement de difficulté qui est déjà le nôtre aujourd'hui. Lorsqu'on va accueillir effectivement, et on va les accueillir avec grand plaisir, les nouveaux industriels, il faudra pouvoir effectivement dans la phase de chantier qui est rapide dans les 2 ans qui arrivent, pouvoir effectivement amener tout le matériel sur place et faire en sorte que les salariés puissent y arriver. Donc c'est véritablement un énorme chantier qui est devant nous et qui est d'une urgence capitale. Vous êtes sur un site où nous avons 17 sites Céveso avec un réseau routier qui n'est pas à la hauteur. Si jamais vous avez un accident industriel, en même temps effectivement que les heures d'entrée dans les usines, ça sera une catastrophe. Rajoutez à ça la base aérienne d'Istres, qui elle aussi est sur le même réseau routier. Le Fosse-Salon dessert la base aérienne d'Istres, base aérienne effectivement qui elle aussi a une importance capitale pour la défense de notre pays et qui compte elle aussi continuer à s'agrandir. Donc s'il y a un sujet, il est bien là. Après, je terminerai rapidement et ceux qui me connaissent savent que je le dis souvent. Marseille-Fosse, certes, n'oubliez pas, Fosse, ça n'est plus la réserve indienne qui a été celle qu'on a considérée pendant longtemps comme une réserve indienne, c'est-à-dire une grande carte à Marseille avec un petit drapeau et des indigènes là-bas qui font tourner effectivement des usines. Voilà, on a évolué, certains ont fait des études et on est prêt encore une fois et on accueille les industriels volontiers, on essaye de comprendre et on essaye d'avancer. Mais voilà, considérez les habitants aussi de ces territoires qui se sont battus longtemps contre les pollutions et qui sont aujourd'hui très fiers d'annoncer que le Fosse la Noire deviendra demain le Fosse la Belle, la Fosse qui sera effectivement l'exemple de ce qu'il faut faire effectivement pour lutter contre le réchauffement climatique. Merci, monsieur le maire. Le maire voisin, Gaby. Oui, merci Christophe. Et merci, Monsieur le Président de la République, d'abord de nous permettre de vous rencontrer, déjà, tout simplement. Petit souvenir. Voilà. Et puis, vous remercier aussi de nous écouter, j'espère d'entendre. Je ne vais pas reprendre les derniers mots de René à propos de la mobilité et des transports sont, je crois, et de Pierre sont, je crois, essentiels. Sincèrement, je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Et ça n'est pas le contournement, pardon Pierre, de Martigues et de Port-de-Bouc. C'est surtout la desserte du port et de la zone industrielle-portuaire. Alors, j'ai entendu, Monsieur le Président de la République, ce qui a pu être dit avec beaucoup d'attention et votre envie d'aller de l'avant. Je crois en effet que nous partageons cette ambition. L'ambition de faire de notre métropole, mais de ce secteur, puisque moi je vis à Martigues et j'en suis le maire, de ce secteur, d'en faire une très belle réussite. Parce que l'acceptabilité, les élus, je ne veux pas parler à leur nom, ils l'ont dit, ça se sent dans leurs propos, nous ne sommes pas contre l'industrie. Nous sommes pour l'industrie, pour un développement de cette industrie moderne, mais tout ceci a été dit par Jean-Michel, je n'y reviens pas. Je veux juste faire une proposition. Une proposition, nous avons besoin, au-delà de votre engagement, Monsieur le Président de la République, nous avons besoin peut-être d'un établissement public, peut-être d'un budget dédié, peut-être, puisqu'il s'agit d'un territoire d'exception, ça faciliterait le travail des villes et donc des maires pour construire et accueillir de nouvelles populations. Peut-être une loi d'exception qui élimine les injonctions contradictoires que nous pouvons parfois recevoir. Je pense par exemple au PPRIF, le plan de prévention des risques incendies de forêt, qui couvre toute ma commune, et d'un côté, et qui m'empêche de construire, et de l'autre côté, les injonctions qui nous demandent de construire encore et toujours du logement en accession et des logements sociaux. Voilà. Alors, nous comptons beaucoup sur vous, Monsieur le Président de la République, parce que nous avons envie de vous accompagner, et les populations qui occupent ce territoire constituent pour nous une richesse, et on doit les entendre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On me dit, Monsieur le Président, qu'il faudrait peut-être faire
un premier retour, à moins que vous vouliez Non, mais moi, poursuivre. je conclurai, mais Bon. le maire de Alors Marseille, du coup, peut-être Benoît, pour conclure. Ouais. Non, mais pas Enfin, pour c'est le conclure. président de la République qui va conclure. Oui. Si. Non, mais Si. c'est- Oui, j'ai bien compris. Voilà. Vas-y D'autres alors. vont parler après toi. Non, vas-y, t'as le mot. Non, merci. Merci, Monsieur le Président de la République. Et évidemment, messieurs les ministres et les élus qui sont ici, les industriels qui sont ici. Monsieur le Président, vous l'avez dit hier soir, la question de ce qu'on doit faire du port est une ambition avant tout nationale. Les maires qui viennent de s'exprimer vous disent, le député l'a dit aussi avec force, qu'il y a la question de l'État stratège, capable de réorganiser son territoire et capable de mettre les moyens sur les bassins ouest, parce qu'on a bien compris que le port, et le président de la Chambre de commerce Rhône-Alpes voit bien qu'il y a ici un port qui a une dichotomie, qui porte une histoire commune. Monsieur Diaz l'a dit, qui part des années 30 pour arriver à aujourd'hui, c'est un siècle d'histoire qui ont façonné, pas simplement la ville de Marseille, elle a toujours été un port, qui ont façonné un territoire. Et donc l'enjeu aujourd'hui, et la question aujourd'hui, et les maires ont parlé aussi d'acceptabilité, et la question de savoir à quoi sert le port pour son territoire, pour ses habitants, pour le développement économique de ce territoire, pour les chefs d'entreprise et pour les salariés, mais aussi pour le pays. Hier soir, vous avez esquissé la volonté de puissances étrangères, et vous l'avez très bien dit, et moi je parle par exemple de la Chine, ce que vous n'avez pas fait, qui investit massivement sur les ports de Méditerranée et qui est en train de tenter de damer le pion à la France qui peut rester et qui doit rester une puissance maritime extrêmement importante. Et la question de ce qu'on fait du port et de la manière dont on l'invente demain me paraît être une question essentielle. Oui, il y a une question d'infrastructure, elle se pose à l'ouest, il y a une question de réflexion différente qui se pose à l'est. Ici, dans le cœur de cette ville, c'est plusieurs hectares qui sont fabriqués, qui ont été développés par des industriels absolument incroyables, qui ont amené une richesse absolument incroyable, et puis aussi des industriels comme Rodolphe qui est ici aujourd'hui, qui lui a apporté une réponse encore différente. Il a été probablement, et je crois que tu l'as dit Christophe, le premier industriel sur la planète à décider d'un changement de paradigme dans la manière dont ces navires pollueraient. C'est-à-dire il a dit, je vais investir massivement pour moins polluer. Je vais passer au GNL. Et ça, c'est une grande fierté pour nous. D'autres y viennent, des compagnies locales y viennent, et c'est très bien. On électrifie, et c'est très bien. Il faut aller plus loin. La question de l'ouverture pour moi aux populations est maintenant aussi cruciale. On l'a dit, c'est très bien. Il faut de l'industrie, il faut un développement économique, mais ça ne peut pas se faire, et ça ne peut plus se faire sans les populations. René disait, on a été considérés comme des Indiens pendant longtemps, depuis on a été à l'école. Il se trouve que les Marseillais aussi, depuis, sont allés à l'école, pardon, pas moi, mais oui, il faut qu'il en reste un. Et mais les Marseillais aussi sont en demande de réappropriation du port. Si on a besoin et si on veut que les choses soient acceptées, Monsieur le Président de la République, si on veut comprendre l'outil industriel, si on veut essayer de le transformer, alors on ne pourra plus opposer le port et la ville, les villes et le port, les populations et le port. On devra réfléchir à la manière de réouvrir tout ça. Il y a des enjeux complètement différents. Entre l'Ouest où il y a une industrie, et elle a besoin de se transformer, M. Diaz a dit, les investissements pour la décarbonation, et ici, où il y a du vrac, où il y a du conteneur, où c'est une toute autre histoire. Et donc on a aussi besoin de penser ça. Bien sûr qu'il faut dire que Marseille, Marseille-Fos, c'est le même port. Mais il y a des stratégies différentes à mener. Il y a des approches différentes à mener. Et il ne peut pas y avoir de développement de port sans la ville. Il ne peut pas y avoir un espace aussi important, autant d'hectares, autant de kilomètres, autant de littoral sur ma commune, sans que les villes y soient associées. Et je sais que la volonté du président du conseil de surveillance, celle du ministre des Transports, mais aussi des présidents de collectivités qui sont ici, et même s'il peut nous arriver de ne pas être d'accord sur certains points, je crois que sur la question de l'électrification, Monsieur le Président de la région et Madame la Présidente du département, on peut mener des choses. Et donc là-dessus aussi, il faut qu'on montre qu'on soit capable, qu'on est capable de faire des choses. Mais encore une fois, il n'y a pas de port sans ville, il n'y a pas de ville sans port et sans sa population. Et là-dessus, Monsieur le Président de la République, moi personnellement, j'attends beaucoup. J'attends beaucoup de vous. Je connais votre vision, je sais qu'on la partage. Il faut travailler l'axe pour aller vers le Rhône, vers la Saône. Il n'y a pas d'alternative et c'est ainsi qu'on développera les choses. C'est ainsi qu'on deviendra compétitif et que la France retrouvera la place qui est la sienne et qui doit rester la sienne. Voilà, je vous remercie. Alors je crois qu'on a encore 2 dernières prises de parole. Monsieur le Président, bonjour. Moi, José Noldin, je suis un porteur de projet. Donc, je voudrais partager une vision, nous,
Je soutiens tout ce qui était dit jusqu'ici. Donc, il faut optimiser beaucoup de choses. Je pense qu'on a l'opportunité. Mais on a vraiment, pour réindustrialiser la France, on a une fenêtre d'opportunité. Et cette fenêtre d'opportunité, elle ne va pas rester ouverte tout le temps. Donc, il faut la profiter. Et il y a une chose qu'on n'a pas beaucoup parlé, que je pense, c'est l'électricité. Aujourd'hui, pour réindustrialiser la France, ça passe pour électrification. Ce sont des quantités massives. Chez nous, Gravity, c'est 1 gigawatt. Je suis allé rencontrer M. Bruno Bonnel, il a oublié mon nom. Mais il a regardé, il a dit, mais c'est 1 gigawatt. C'est vrai, on est 1 gigawatt pour un seul projet. Donc c'est électrification pour décarboner l'industrie, pour réindustrialiser la France. Et pour la France mener cette révolution vertueuse, c'est électrifier. Donc moi, j'ai 3 défis. Électrification, électrification, électrification. Et je n'ai pas une séquence préférée. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Gigawatt. Monsieur Chauvin. Oui, Monsieur le Président de la République, d'abord, merci pour venir régulièrement et pour nous poser une vision et pour nous aider à la mettre en œuvre. Moi, je voudrais vraiment vous remercier là-dessus. Vous dire ensuite que je partage 100% de ce qui a été dit par mon homologue et ami de la CCI de Lyon Métropole. Mais je voudrais rajouter, et vous l'avez évoqué, dans cette ambition, vous nous avez dit hier soir qu'il faut oser, il faut voir grand, et vous avez posé un sujet sur lequel il faut vous encourager à nous aider, c'est à aller jusqu'à l'Allemagne. 17% des marchandises sont transportées en Europe par les grands corridors fluviaux européens. 3% sur l'axe Méditerranée-Rhône-Saône. Pourquoi ? Parce que même si on augmente notre interland, même si on fait plus, on n'arrivera pas à 17% si on n'est pas capable de se relier aux grands corridors fluviaux européens. Et donc on a besoin, vous l'avez dit hier soir à plusieurs reprises, et je le salue parce que cette ambition, il faut la porter, et on sera à votre côté pour la porter, Monsieur le Président, même si ça va être une ambition qui sera peut-être à inscrire dans une durée peut-être un peu différente des autres, c'est de se connecter au réseau fluvial européen, de rejoindre l'Allemagne, parce que là, on ouvrira notre interland, là, on gagnera la compétitivité nécessaire, là, on deviendra une voie de passage obligatoire qui donnera une vraie solution aux investissements étrangers dont vous avez parlé tout autour de la Méditerranée. Voilà, Monsieur le Président de la République, je pense qu'il faut garder ça en cap, il faut poser ce cap très lointain pour pouvoir travailler, et je souhaite qu'il soit le plus près possible. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président du Conseil régional. Bon, alors, Monsieur le Président de la République, merci bien sûr pour votre présence et ce temps passé pour ce poumon industriel, économique, social, d'importance sur l'ensemble de notre territoire, dans la capitale régionale. J'ai en charge effectivement tout le développement économique et la formation et les négociations avec l'État dans le cadre des contrats de plan État-région. Pour répondre à M. Diaz, on a fait beaucoup de choses ensemble et je crois qu'on est en phase partout. Et le développement que tu as bien voulu souligner dans le cadre des implantations proposées par le président du port fait en sorte que ça correspond à la stratégie que nous avons et nous appuyons sur l'État pour avoir, grâce à France 2030 ou la stratégie globale, ces résultats que vous avez présentés les uns et les autres. Tant mieux, bravo. Je pense qu'on est en phase et je crois que c'est important à rappeler. Moi, je sais aussi que quand je discute avec mon ami M. Ruffnack à l'époque et maintenant M. le maire Édouard Philippe, ils nous sont passés devant parce qu'ils ont fait la liaison entre Paris et Le Havre. Hein. C'est ça la réalité économique sur ce dispositif. Et depuis longtemps, on a essayé, nous, de nous connecter avec Lyon de façon à pouvoir, justement, dans cette connexion, ne pas perdre cet avantage structurel pour notre territoire. Et on l'a perdu en termes de place, puisque grâce à cette liaison qui était plus facile à faire, ils ont en tout cas considérablement avancé. Donc vous savoir ici aujourd'hui est une très bonne nouvelle. Et donc ça, c'est plutôt très positif. Sur le positionnement des maires, qui sont essentiellement sur le bassin ouest, je dirais que là, nous avons la globalité de leurs demandes qui sont légitimes, leur évolution structurelle, et nous avons apporté un certain nombre de réponses avec Monsieur le ministre. Il y en a d'autres à apporter, et heureusement que nous avons signé la semaine dernière notre contrat de plan avec toi en ce qui concerne les transports. Sinon, on en aurait pris d'autres. Hein. Là, il y a encore des choses à faire évoluer, c'est évident, mais incontestablement, nous avons apporté des réponses considérables. Il y a après, il y a les bassins Est, Monsieur le maire. Il a raison, Benoît Payan, mais je me souviens, moi, quand j'avais en charge, j'étais président d'Euroméditerranée ici, il y avait des hangars partout, il n'y avait pas ce quai là, il y avait une passerelle qui était dessous, on n'avait pas accès au port, on a recousu quand même Villeport. Aujourd'hui, on a la grotte Cosquer, on a le Mucem, on a cet état-là, on a juste derrière, bien entendu, tout ce qui a été refait avec l'accessibilité sur la population dans le cadre de ce centre commercial qui marche très bien.
et les docks qui ont été refaits dans leur globalité. On a ramené de la vie. Mais là où il est très clair, c'est que dans le cadre de l'organisation du port, qui est maître financière de tout ça, et on est cofinanceur, on est le premier financeur du port après l'État. Donc on a dit nos mots. On a chargé ce qui concerne l'électrification à quai, puisqu'on a été les premiers à le faire. On le fait dans les 3 villes de la région. On a mis plus de 30 millions d'euros. Vous êtes engagé à mettre 170 millions d'euros supplémentaires dans cette démarche-là. Tant mieux, bravo, merci. Et parallèlement à ça, et je parle sous le contrôle de M. Saadé, il y a un engagement global de toutes ces compagnies de taille mondiale qui veulent justement modifier la totalité de leur motorisation ou en tout cas de leur alimentation. Donc là, je crois il faut accélérer, bien entendu, mais je pense qu'on est dans un bon processus qui nous permet de voir plus loin. Là où il y a quand même un vrai problème de contradiction, moi je salue le travail du monsieur le préfet de région et du sous-préfet d'Istres, on a quand même un problème, on a le Roissy militaire français à Istres, on a le développement du port sur les bassins ouest et on a des injonctions contradictoires un peu difficiles. Si là-dedans, c'est le grand port maritime qui prend un peu en charge cela. Si on a une organisation structurelle qui nous permet de dire, bon ben voilà, dans le cadre de ce développement humain, social, technologique, environnemental, on peut trouver des solutions pour faciliter la tâche, je pense que là, effectivement, votre présence ici peut apporter une réponse d'accélération sur tous ces process, puisque de toute façon, tout est éligible dans ce que vous avez fait dans le cadre de France 2030. Donc on a les outils, on a le territoire, on a les hommes, on a la volonté. Et on a la capacité dans le cadre de la structuration, et en tout cas la région apportera toute sa contribution dans cette démarche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour à la fois les remarques, les propos, la contribution. Moi je vais être très court dans la conclusion. J'ai en effet hier décliné la vision, et tout ça ne peut se faire que si tous les acteurs et actrices qui sont autour pas de la table, mais au fond ici sur ce toit, tous ensemble, sur cette terrasse, œuvrent ensemble. Et je vous remercie d'avoir d'ailleurs plutôt imprimé cet état d'esprit aujourd'hui. D'abord, on est là parce qu'il y a déjà des femmes et des hommes qui font tourner ce port, et je veux vraiment remercier les équipes du port, l'ensemble des services de l'État qui permettent de le faire fonctionner, de le contrôler, à la fois les dockers, celles et ceux qui sont engagés dans la sûreté, et toutes les entreprises qui le font tourner chaque jour, en même temps que les industriels multiples qui, dans la tradition de ce port, le font vivre aux côtés de leurs élus. Maintenant, on voit bien, on a tous envie de prendre un tournant. Je pense qu'il faut, au fond, réagir au carré. Vous avez très bien décrit l'histoire des 40 dernières années. On a à réinventer une ville, ce qu'on contribue à faire depuis maintenant plusieurs années, parce que le port est en plein milieu, et je pense que c'est impossible de penser Marseille sans le port. On a à réinventer tout un espace, et vous avez parfaitement raison de dire fausse jusqu'à Étang-de-Berre même. On a à réinventer cet espace et le connecter en effet à Istres, puis à Lyon, et donc qui est un espace de vie, aussi un espace économique, mais aussi social, d'infrastructure, etc. Et de le penser en réconciliant, pour moi, cet axe, ces 3 grands axes fondamentaux, la souveraineté, la réindustrialisation et l'écologie. Ça veut dire qu'il ne faut pas le penser avec les instruments d'hier. On ne va pas faire de la réindustrialisation ou davantage de volume en le faisant comme hier, uniquement par le routier. C'est aussi pour ça qu'on doit faire des priorités, et que dans les priorités modales qu'on se donne, le ferroviaire ou le fluvial vont être évidemment priorisés. Mais en réglant également les problèmes du quotidien. Donc si je fais la liste des choses qu'on a à faire autour du développement du port et au fond de cette ambition de 2030 qu'on doit viser. On a un sujet d'aménagement de la ville. Et donc je veux qu'ensemble, dans les prochains mois, on pense justement comment rouvrir au maximum, continuer d'ouvrir le port sur la ville en étant, je pense, il faut accepter d'être beaucoup plus audacieux qu'on ne l'a été jusqu'alors. On peut s'en donner les moyens et penser les activités. Il y a une identité industrielle, y compris à Marseille, qui est importante. Et je pense que tout ça doit se faire en concertation profonde avec celles et ceux qui le font vivre. Et de se dire jusqu'où on est prêt à aller, jusqu'où on veut aller, quelles activités on veut développer et déployer, mais comment, en quelque sorte, on recoue en effet la ville avec son port et avec la mer. Sinon, je peux venir dans 10 ans, je vous ferai des très beaux discours sur Marseille et la mer. Enfin, il suffit de regarder une carte et de se déplacer pour comprendre que ce n'est pas vraiment connecté quand, à partir d'ici jusqu'au nord, on y habite. Donc, on doit vraiment penser ce sujet, être très audacieux, aller au bout, et regarder quelles sont les activités qu'on veut garder ici, et dans son unité assumée, d'ailleurs le maire l'a dit, au fond l'hétérogénéité de vocation, et ce que les uns et les autres sont prêts à faire, et comment on le développe. Ça, c'est le premier sujet, aménager
le port et la ville, le port et la métropole dans son ensemble. Deuxième sujet, comment on continue à développer des activités industrielles. Et c'est un sujet d'infrastructure du port, mais également de toutes les communes. Et c'est le routier, le ferroviaire, le sujet des transports métropolitains et du RER régional. C'est tout ça pensé ensemble parce que c'est une desserte d'activités évidemment logistiques, mais aussi de mouvements humains pendulaires qui vont se faire dans tout le bassin de vie. Et donc ça, c'est tous les projets qu'on a qu'on est en train maintenant de mettre en œuvre. J'ai annoncé durant ce déplacement le doublement de nos crédits sur justement la mobilité et à la fois nos trams, puisqu'on fait avec tram BHNS. Il y a derrière les projets qu'on va faire sur 30-35 ensuite, avec les 3,5 milliards quand même qu'on a sur le RER métropolitain, l'enfouissement de la gare. Mais tout ça est un ensemble parce que toutes les communes qui sont ensuite sur Fos, Lato-Sensu et qui vont aller après justement jusqu'à Istres et autres, elles sont dans ce projet qui sera ensuite opéré par la région. Donc ça, c'est notre deuxième sujet d'aménagement. Il est, je dirais, métropolitain, de vie, mais il est absolument essentiel. Troisième élément, on a un sujet énergétique. Vous l'avez très bien dit. Ces 4 centrales, ces 4 EPR, les besoins supplémentaires que vous avez définis. On a un déploiement. Il faut d'ailleurs qu'il y ait un élément de concertation pour voir. La loi ne prévoit pas aujourd'hui de déployer des EPR hors des sites existants. Or, il est clair qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, la décarbonation de notre industrie, l'explosion du numérique et les besoins d'électricité, vous l'avez très bien dit, vont supposer d'accélérer sur le renouvelable, mais aussi sur le nucléaire. Et c'est maintenant qu'on prépare l'après-35. Hein. Là, je vous parle du 35-50. Il faut regarder en concertation si d'ailleurs cet ensemble de bassins économiques est prêt à accueillir des tranches et des centrales. Et c'est une vraie question qu'il faut se poser en concertation. Et je pense que ce n'est pas une question absurde du tout. C'est un terrain qui a une vocation en la matière. Pourquoi ? Parce qu'on sait aussi qu'on a un immense sujet de refroidissement des centrales. Et les centrales à venir, elles auront vocation à être beaucoup plus près de la mer. Quand on regarde ce qu'on est en train de faire. Dunkerque est un succès, je peux vous le dire aujourd'hui, entre autres. Et pourquoi on y met des batteries électriques ? Parce qu'on a décidé 2 EPR à Gravelines. Donc il faut se poser cette question sans tabou, elle est là. Parce que les besoins que vous avez ne suffisent pas avec nos capacités existantes. Et donc on ne fera pas demain de l'énergie carbonée pour satisfaire ces besoins. Donc on va faire en effet plus de renouvelables. Enfin, le renouvelable a des limites, hein, qui sont des limites d'usage, sauf si vous me dites que vous avez des projets massifs de déploiement de solaire, d'éolien terrestre ou d'éolien en mer et que tout le monde est d'accord, il y en aura. Je ne pense pas à hauteur de 4-5 gigas. Et donc il faudra regarder ce sujet sans tabou. Je pense que je le mets au pot de la concertation. Mais pour moi, ce sujet énergétique, c'est à la fois alimenter les besoins des industriels ici et des data centers qu'on veut développer et de toute la partie numérique qu'on a moins réévoquée aujourd'hui mais qui est clé, parce que c'est une vocation industrielle et numérique qu'il faut avoir, mais c'est aussi celle du transport de l'énergie. Et donc ici, on doit pouvoir produire davantage, produire plus de solaire, d'éolien et produire la filière industrielle amont. Carbone a été cité, Gravity en fait partie aussi, tout ça, c'est comment on arrive à remettre une filière industrielle derrière la production, mais c'est aussi comment on l'achemine et on fait venir, on met Marseille au cœur des routes de l'hydrogène qui va nous servir à décarboner les sites industriels existants. Tous les industriels, plusieurs sont là, qui sont sur Fos, ont des projets de décarbonation qui, dans France 2030, font l'objet d'investissements en milliards de l'État. Aujourd'hui, d'ores et déjà, vous le savez, hein, sur Fos, on met des centaines de millions. Je pense que même si on additionnait entre Arcelor et le reste, on est au-delà, pour décarboner. Donc on accompagne massivement nos industriels pour décarboner, avec des systèmes de chaleur différents, avec des changements des pratiques, avec l'hydrogène, etc., etc. On va devoir aller plus loin. Il faut décarboner tout le bassin, décarboner la pétrochimie du sillon rhodanien et du bassin lyonnais. Et donc tout ça, c'est un formidable enjeu de production de renouvelables, de toute façon de production nucléaire, soit ici, mais on sait ensuite qu'on a les sites existants, Tricastin, Bugey, qui sont d'ores et déjà là et qui participeront de ce mouvement, et derrière, d'acheminement d'un hydrogène bas carbone qui sera absolument essentiel. Et puis c'est un enjeu, vous l'avez dit, d'interconnexion. Ces routes de l'énergie, ces routes du numérique, ces routes de la logistique et du transport
ne pourront pas se développer, on ne sera pas compétitif. Et quand on regarde la stratégie génoise, athénienne ou autre, elle se fait avec son hinterland et dans la capacité à aller chercher le plus loin possible la capacité à cheminer de manière décarbonée. C'est pour ça que je me félicite de votre adhésion à ce qui a été lancé comme une idée vue parfois par certains comme un peu bravache il y a près de 2 ans. Mais en effet, il faut qu'il y ait la Méditerranée, Marseille, l'ensemble des ports, ensuite, enfin Marseille-Fos, l'ensemble des ports du sillon rhodanien, Lyon, la Saône, et qu'on aille chercher en effet ensuite l'axe Rhin-Danube. C'est pour ça que je parlais de la Bavière, parce que si vous regardez le développement qui va se structurer partout en Europe, c'est un développement qui prend l'axe Rhin-Danube, qui est déjà connecté par le nord au grand port, qui est en train de se connecter au sud, et ça va être une course de vitesse avec d'autres grands ports logistiques européens. Et donc, on doit avoir là une accélération de notre capacité à faire de la connexion fluviale, ferroviaire, de grâce à simplifier au maximum la gouvernance et les opérateurs qui gèrent. Et donc, plus vite on aboutit à ce qu'on a su faire sur Aropa, de manière large, avec un rassemblement de toutes les collectivités, un établissement unique, un opérateur unique pour gérer, plus on sera efficace, plus on enlève des coûts de transaction, plus on convainc des gens de créer du mouvement. Et ça, c'est fondamental parce que c'est plus d'activités pour nos ports, plus d'activités industrielles aussi dans la région pour ensuite la propulser vers d'autres bassins d'activités dans le cadre des échanges. Et c'est le faire de manière décarbonée. Et c'est penser ensuite la multimodalité et l'intermodalité, parce que vous l'avez très bien dit, on a des aéroports, on a le fluvial, on a le ferroviaire, on a des connexions qu'on peut ensuite déployer. Tout ça maintenant, c'est un plan de charge. Je prends l'idée de dire qu'on doit simplifier là aussi la gouvernance et lever pour le deuxième espace qu'on a défini, c'est-à-dire au fond vraiment l'espace Marseille-Fos au sens large. J'ai compris, il faut lever des contraintes pour aller beaucoup plus vite et clarifier soit des désenclavements, soit des connexions, soit des développements. Sur ce sujet, je propose que sous la houlette du ministre des Transports, d'ici à la fin d'année, on puisse regarder justement tous ces sujets pour voir sur les infrastructures, en investissement, en simplification, en clarification de gouvernance, tout ce qu'on peut faire. Vous êtes tous là, moi je n'ai pas entendu de voix dissidente. Si on peut, sur la base d'une vision qui est donnée, de l'expression de besoin et de l'engagement que vous avez tous témoigné, se dire on y va, et on se donne jusqu'à la fin de l'année pour prendre les lois d'exception qui vont bien, les simplifications de gouvernance qui conviennent, commencer à mettre un peu l'expression des besoins sur la table, et on se donne rendez-vous fin d'année, tout début d'année prochaine, pour se dire maintenant, on rentre dans l'exécution accélérée, on aura fait œuvre utile. Donc pour moi, le grand port en grand, c'est ça. Et donc on y va. Merci à tous. Merci infiniment pour votre engagement, la vision qui a été portée, et merci à toutes celles et ceux qui vont permettre de la mettre en œuvre. Vive la République et vive la France.